Ce soir, je vous demande de vous arrêter, se délocalise au cinéma Le Sirius pour une émission spéciale, en public, avec un invité exceptionnel, Emmanuel Curtil. Et c'est vraiment splendide! Générique! Oh, c'est super parce qu'on n'a encore rien fait. Hein. C'est seulement à la fin. Ah ouais, c'est gentil. Emmanuel Curtil, mesdames et messieurs! Au Havre, pour vous et pour nous! Bonsoir, je suis très heureux d'être là. Merci de me recevoir. Puis c'est impressionnant, hein. C'est une belle salle. Voilà. Alors, première chose, on est tous d'accord pour dire que mon splendide était mauvais. Pourri même. Je pense qu'on Emmanuel, peut le dire. Alors, comment te dire ça sans te vexer c'était pas bon du tout. Hein. Mais en même temps, On lui dit, hein, de temps en en même temps, temps, c'est mais- pas ton métier non plus. Ouais, Hein, non. c'est le mien. Ouais. Voilà, donc on va faire un petit splendide. Tu veux réessayer Non, vas-y, Non. j'essaierai Bah, plus tard. il peut t'apprendre le Ah splendide. bah oui, cela dit, oui, on On peut. peut. Hein. Oui, Alors le vrai splendide, c'est splendide. d'accord. Tu veux, Voilà, c'est la classe et c'est là où on voit la différence. Voilà. tu veux que j'essaie, c'est ça, on fait un petit concours? Essaye. Splendide! Ah, c'est mieux, c'est mieux. C'est pas encore C'est pas encore ça, mais. Ouais. Presque. D'autant qu'il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas, Laurent? Oui, tiens Philippe. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le Bah, micro, Philippe. Dans le micro, Philippe. Qu'est-ce que c'est que C'est ça? quoi ça? Bah, c'est le CV d'Emmanuel Curtil. Ah oui. Alors, Oui, parce que c'est vrai que le CV est impressionnant, Emmanuel. oui, c'est vrai que quand on a su qu'Emmanuel Curtil allait venir nous voir, j'ai imprimé, j'ai été sur Wikipédia, puis je me suis dit tiens, j'imprime le truc, et puis je voyais les feuilles qui sortaient. Je me suis dit mais ça va s'arrêter quand? Bon, du coup, on a fait un petit C'est pas moi résumé. qui tiens ma page Wikipédia. Ce sont des gens Mais ça beaucoup ne plus s'arrêtait compétents qui ont de meilleurs souvenirs de ma carrière que moi. C'est des choses que j'ai totalement oubliées. Emmanuel, tes débuts, c'est à 10 ans. Hein. Tu as fait tes débuts à la télévision et au cinéma dans L'Oiseau bleu et Les colonnes du ciel. Mais moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est un tout petit peu plus tard, au cinéma, le rôle de Gavroche dans Les Misérables, avec Lino Ventura et Michel Bouquet, dirigé par Robert Hossein. Ça doit laisser des traces, quoi. Ça doit être une super école, ça. Ah bah oui, non, c'était. Je pense que j'ai plus appris en 2 mois de tournage sur Les Misérables avec Robert Hossein, qui était un réalisateur très exigeant, qu'en 3 ans de cours de théâtre. Hein. C'était vraiment. Puis c'était une expérience incroyable quand t'as 10 ans et que tu tournes avec des monuments comme Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, puis il y avait pas que, hein, il y en avait d'autres. Il y avait des noms assez impressionnants dans cette. Oui, il y avait une sacrée dans cette distribution. adaptation. Qui est une excellente adaptation du roman, je trouve. Vraiment, très fidèle. À l'époque, tu avais conscience de la renommée de ces acteurs? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je savais pas qui était Robert Hossein. Je l'ai découvert quand j'ai passé le casting et ma mère était folle parce que, évidemment, comme toutes les femmes de cette génération, elle était folle amoureuse de Robert Hossein dans Geoffrey de Perrac. Ventura, j'avais quand même conscience que c'était une grosse vedette. Après, Jean Carmet, Michel Bouquet, c'était un peu plus... Voilà, bon, à 10 ans, voilà, c'est... Et eux, vis-à-vis de toi, ils étaient comment? Est-ce qu'ils ont été ils avaient conscience de tourner avec quelqu'un de... Non, ils étaient adorables, franchement. Lino Ventura était quelqu'un de formidable, et puis en plus, il adorait les enfants. Donc, je sais que Robert Hossein était quelqu'un de très dur, qui était très exigeant, mais qui parlait vraiment... il fallait vraiment les avoir bien accrochés. Et je sais que quand on tournait avec Ventura, j'étais très content parce que souvent, il prenait ma défense. Et voilà. Et Michel Bouquet, je crois que c'était mon premier grand souvenir c'était quelqu'un d'absolument... génial, adorable. Enfin, je sais pas, il m'a aidé dans mon rôle de comédien, quoi. Je débutais, hein, j'ai pas d'expérience. Parce que c'est vrai, quand on le voit, nous, au cinéma, comme ça, quand on le voit dans les films, c'est quelqu'un qui fait très froid, très fermé. Ben, c'était quelqu'un d'adorable, d'une gentillesse, mais vraiment, c'est rare.
Et ton cursus, en fait, à la base, ton cursus, c'est quoi exactement? Très rapidement. Bah, j'ai commencé. Alors, j'ai pas commencé à tourner tout de suite, mais j'ai pris des cours de théâtre parce que j'avais envie de faire ce métier, en fait. Bon, aussi bizarre que ça puisse paraître, à l'âge de 9 ans, je voulais déjà être sur scène et faire ce métier. Et ma mère m'a inscrit dans un cours de théâtre, au cours Simon, qui était à l'époque. Maintenant, il y en a beaucoup des cours de théâtre qui ont des classes d'enfants, de collégiens, tout ça. Mais à l'époque, il y en avait très peu. Je crois même que c'était le seul. Et donc, je prenais mes cours de théâtre tous les mercredis, etc. Puis, dans ce cours de théâtre, venaient parfois des directeurs de casting quand ils cherchaient des enfants pour tourner dans des films ou jouer dans des pièces de théâtre. Et ils venaient un petit peu faire leur repérage, leur marché, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai été repéré à cette époque-là assez vite, et je me suis mis à passer des castings, mais sans imaginer faire ce métier un jour, quoi. Ça m'est tombé dessus. Enfin, je dirais que j'ai même pas choisi ce métier, c'est plutôt lui qui m'a choisi, en fait. J'ai cette chance, mais Oui, parce que c'est ta particularité, c'est-à-dire tu cours pas les castings, quoi. non. Et on vient de chercher. Bah, alors, à l'époque, je tournais beaucoup, et quand t'es un gamin, tu frappes pas aux portes des directeurs de casting pour passer des castings. Tu vas à l'école, tu fais ta vie, et puis quand t'as tourné un ou deux films, les gens se refilent les tuyaux. C'est du bouche à oreille, donc on me contactait, en fait, sans que on me proposait de passer des castings ou carrément de tourner. Et j'acceptais ou je refusais, mais puis après ça dévie sur le doublage. Et puis ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Voilà. Alors, il y a eu d'autres rencontres. Alors, on va pas pouvoir toutes les passer en détail, mais il y a eu Jean Rochefort aussi. Tu as joué son fils dans Un dimanche de flic. C'est ça, oui. Ouais. Un souvenir de Jean Rochefort. Très renseigné, c'est vraiment... Un souvenir, un mot sur Jean Rochefort. T'es tombé sur Cyril, et Cyril, crois-moi, c'est une pointure aussi. Lui aussi. Il fait pas très bien les splendides, mais le reste, ça va, il se débrouille pas mal. Par contre, c'est une bible. Hein, Ouais. Non, c'est très, très documenté. Oui, bah écoute, non... Jean Rochefort, est-ce que j'ai une anecdote? Non, c'est quelqu'un vraiment, c'était un super souvenir de tournage, c'était quelqu'un de très sympa, qui m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, c'était vraiment... j'ai beaucoup appris au contact de ces gens. J'ai tourné avec beaucoup d'acteurs morts, en fait. Enfin, à l'époque, ils étaient vivants quand même. À l'époque, ils étaient vivants, ouais. Et Jean Rochefort était jeune, quoi. On a surtout l'habitude, les dernières années, c'était un beau vieillard, mais mais il avait, je sais pas, 45, un truc comme ça, 45 ans. C'était en 83. C'est ça, ouais. J'ai fait une rencontre qui était assez déterminante pour ma carrière de comédien de doublage. C'était Barbara Tissier, qui avait, je crois, 15 ans à l'époque. Moi, j'en avais 16, on a un an d'écart. Et c'est elle qui m'a fait rentrer dans le doublage, quoi. C'est une star, dans le doublage. C'est la voix, notamment, de Cameron Diaz dans Marie à tout prix, dans pas mal de films. On a fait donc la série Sauvé par le Gong. C'est très vite devenu une amie, mais en tout cas, on a, à l'occasion de ce tournage, elle m'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire du doublage? Je dis bah oui, moi, tu sais, dès qu'il y a un peu de pognon à prendre, je suis. Et donc, elle m'a branché avec une boîte de prod qui s'appelait La Sophie. Qui est la boîte de prod avec qui on a fait Friends, qui faisait et Santa Barbara, toutes les séries Starsky et Hutch, tout ça. Voilà, c'était eux. Allez Robert, laisse-lui sa soirée. Si tu veux, je peux te coucher ici, il y a un bungalow de libre. Et j'aimerais te causer. Oh bah oui, tonton, reste, ça c'est une bonne idée. Je crois que j'ai un ticket avec une nana. Pour la plus tard, hein. Un vrai canon, d'ailleurs. Eh ben, va pour le canon. C'était impressionnant de tourner avec Michel Constantin. André Pousse, c'est quand même des figures assez marquantes du cinéma français. Enfin, c'était les seconds couteaux. C'était impressionnant, quoi. Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Oh! J'arrive pas à croire que Vanessa, mon épouse adorée, mon seul amour véritable, la femme qui m'avait appris la beauté de la monogamie, n'était qu'une cybergonze qui voulait me descendre.
Et minute, papillon? Si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire. As-tu envie de mourir, Sydney? Ta mère, elle ne le souhaitait pas. Va te faire De toute façon, vous êtes sur notre territoire. Quand on dépasse la crèche des petits poussins joyeux et qu'on continue un petit peu avant d'arriver au rond-point circulaire, vous savez, c'est Hemslike Garden. C'est là que vous arrivez dans le secteur ouest. Mais vas-y, je m'en tape. Tu donnes l'impression d'avoir un peu pris pas ce qui te tombait sous la main, mais là où on te demandait, je dirais. Et du coup, ça t'a fait une carrière, comme disait, je crois que c'est Cyril qui disait tout à l'heure que personne, enfin, tu cherches pas de boulot, non, c'est Alain, c'est Laurent, pardon, qui disait que tu cherchais pas de travail jamais, quoi. On venait te chercher, en fait. Non, mais en fait, quand tu commences à 10 ans, évidemment, oui, tu vas pas frapper aux portes, ce que je disais tout à l'heure, tu frappes pas aux portes des directeurs de casting pour passer des castings. Enfin, tu n'es pas dans cette démarche du jeune comédien qui sort de cours avec 17, 18 ans, qui en veut, voilà. Et moi, j'ai fait ça un peu comme parce que j'étais là, quoi. On est venu me chercher, donc et après ça s'est tellement enchaîné, on m'a tellement proposé sans que j'ai quiconque à démarcher, que finalement ça m'a rendu paresseux d'ailleurs, parce que finalement non mais c'est vrai, j'ai fait un peu je me suis laissé un peu porter par le destin, quoi, et ça, oui, c'est vraiment l'impression que ça donne, quoi. Ça a plutôt bien réussi, mais j'ai cette chance. Mais c'est vrai je n'ai jamais été habitué, contrairement. Enfin, si j'avais eu le cursus classique des cours de théâtre à, je sais pas, 15, 16, 17 ans, conservatoire, etc. Après, bon, tu cherches du travail, t'as envie de faire ce métal feu sacré, tu vas, tu démarches, etc. Moi, j'ai jamais été habitué à ça, donc même quand j'avais l'âge éventuellement de démarcher, je n'ai jamais su le faire, quoi. Donc je pense que si on n'était pas venu me chercher, j'aurais changé de métier, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, quoi. Je ne sais pas me vendre, je n'ai jamais su faire ça. D'ailleurs, on peut te suivre sur Instagram, c'est récent. Absolument. Donc si vous voulez suivre Emmanuel, c'est Emmanuel Curtil, sur Insta. Comme l'acteur, oui. Bonsoir. J'avais une question. Qu'est-ce qui a changé dans le monde du doublage par rapport à vos débuts ? Beaucoup de choses. En fait, je pense qu'on avait une plus grande liberté. D'ailleurs, c'est marrant parce que The Mask, on parle souvent de ce doublage comme étant un doublage un peu de référence et tout ça. Enfin, voilà, c'est ce qu'on me dit. Et je dis en fait, c'est aussi parce qu'on m'a laissé l'entière liberté d'improviser, de faire les changements de voix que je voulais, de faire les imitations. Maintenant, en fait, on est vraiment entouré de tout un tas de superviseurs à chaque film, chaque gros film. Et ce qu'on cherche, ce que les clients cherchent, ce que les superviseurs cherchent, c'est vraiment être match voice avec l'original. Alors c'est un peu dommage parce que du coup ça nous enlève toute liberté, toute d'improvisation, on est quand même un peu lésé dans notre fantaisie, et c'est vrai que The Mask, j'ai fait ça complètement à l'arrache. En plus le personnage du Masque, je l'ai fait en une journée, mais c'était de l'improvisation, c'était voilà, je passais d'une voix à une autre, en essayant de faire quelque chose parce que lui en anglais fait là pour le coup vraiment, The Mask c'est vraiment très représentatif parce que lui en anglais fait des imitations de personnalités que pour nous, enfin on n'a pas la ref, quoi. Donc il a fallu vraiment trouver des équivalents et des choses qui parlent au public français et qui soient un peu rigolotes, quoi. Mais je pense qu'avec sur certains doublages, sur la plupart des doublages maintenant, The Mask, je doublerai maintenant avec les mêmes capacités. On me dira non, c'est pas ce qu'il fait en anglais. Non, là tu peux pas faire ça. Voilà, et ce serait plus plat et ça n'aurait pas grand intérêt, en fait. Ce serait voilà. Donc c'est dommage, parce que je trouve que le doublage de l'époque, et d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai vu je l'ai vu il y a pas très longtemps, The Mask, à l'occasion des 30 ans. C'est ça, hein, 30 ans. Oui, 94. 94. Ils ont fait une petite projection, voilà, à laquelle j'étais invité. J'avais pas vu le film depuis sa sortie, en fait, parce que je n'ai pas de crise d'ego au point de organiser des soirées chez moi.
écouter toute ma voxographie. Et donc, non, mais en fait, c'est génial parce que c'était le doublage de l'époque. Et moi, je vois par rapport au doublage de maintenant, je ne suis pas faire le vieux con qui dit que c'était mieux avant, mais c'est vrai que on choisissait il y avait des grandes voix de doublage, quoi. Dans The Mask, il y avait Daniel Russo, Michel Vignier, Jacques Frantz, May Dondo. Enfin, c'était des voix, mais maintenant, il y a plus tellement. Il y a plus de voix caractéristiques comme ça. Voilà, c'est Céline Monsara, par exemple, c'est quelqu'un qui, enfin, elle dit 3 mots, on reconnaît son timbre. Et en fait, ce qui a changé, c'est que les clients ne veulent plus des voix identifiables. Moi, ça m'a pas mal pénalisé. Bon, j'ai toujours réussi j'ai eu de la chance de quand même de plutôt bien m'en sortir, mais pour d'autres, ça n'a pas été le cas, forcément. Mais le fait que ma voix soit connue, que j'ai été, voilà, que j'étais très identifiable que j'ai fait des séries qui ont marqué, notamment Friends, enfin bon, après Jim Carrey, et ça m'a beaucoup pénalisé. Maintenant, il y a une époque, on disait Curtil, non, on l'a trop entendu, il faut prendre quelqu'un voilà, qu'on ne reconnaît pas. On cherche plus des voix passe-partout. Donc du coup, ça fait un doublage un peu plus lisse. Il y a moins de fantaisie, c'est un peu moins intéressant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, bonsoir, je veux juste savoir quel est le meilleur souvenir que vous gardez d'avoir incarné le personnage de Chandler dans Friends, justement. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de la série ? Le meilleur souvenir que je garde de la série, c'est la série dans son ensemble, hein. Sauf j'étais moins en forme la saison 9 et 10. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire un AVC, un truc comme ça, mais je sais pas... j'étais une petite baisse de régime peut-être, mais non, mais c'est alors en plus, je disais Matthew Perry, c'est vraiment un acteur dans lequel je me suis senti à l'aise tout de suite. J'étais vraiment dans mes chaussons, quoi. J'ai eu aucun mal à rentrer dedans parce que c'est une nature d'acteur dont je me sens très proche, quoi. C'est vraiment je pense que c'est l'acteur dont je me sens le plus proche. Voilà, de la nature, du sens des ruptures, de son humour, de son côté vanneur, voilà. Et franchement, d'ailleurs, je regardais il y a pas très longtemps les tout premiers épisodes de la première saison, et je me disais, est-ce que je suis rentré dedans immédiatement ? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas eu de mal du tout à rentrer tout de suite dans le personnage, quoi. Moi, je me rappelle d'un truc. Hein. Je veux $1 million. C'est au début, non ? sur le premier. Ouais. Ah ouais, je sais pas si tu te rappelles, il y a Rachel qui arrive en mariée. Parce que Ross parle d'une mariée ou je sais pas quoi. Ross dit je veux me remarier. C'est le premier épisode. Et Chandler voit la mariée, il dit la voit. Et moi je veux $1 million. Et moi je veux $1 million. Alors non, en fait, nous on ne voit pas les choses de cette manière. Et d'autant que Friends, le premier épisode, je l'ai doublé tout seul, un soir, à l'arrache, comme ça. Je crois qu'ils avaient commencé à faire doubler la série avec d'autres comédiens, et puis je crois que la chaîne France 2 a dit non, pas lui, non, vous prenez quelqu'un d'autre, etc. Et donc je me suis retrouvé sur cette série. Je crois que le rôle avait déjà commencé, avait déjà été... les premiers épisodes avaient été doublés par un autre acteur dont j'ignore le nom, et on m'a dit il faut que tu viennes absolument. Je dis mais j'avais pas de temps en fait, donc je pouvais pas, et ils m'ont dit c'est pas grave, tu viens. Donc je l'ai fait, mais je suis arrivé après une grosse séance d'enregistrement, et donc je suis arrivé, j'ai enregistré mon rôle. En même temps t'étais chaud. Oui, j'avais une certaine... voilà, j'avais un peu de training avant. Mais non, mais donc, en fait, on ne perçoit pas toujours les choses... vous, ce qui vous a marqué, en fait, moi, ça ne m'a pas du tout marqué parce que j'ai fait ça vraiment... Ouais, tu ne voyais pas les autres personnages, quoi. Oui, puis voilà, on fait le rôle dans le... Enfin, presque, c'est... Il y avait une autre question. Alors là, il y avait le monsieur tout à l'heure. Voilà. Monsieur derrière. Et puis après, il y aura les deux dames ici. Bonsoir. Je voulais en profiter pour 2 questions. Je voudrais savoir si déjà il y avait Je fais vite. C'est plus cher. Hein. C'est plus cher. Bon, pas de problème, avec plaisir. Savoir s'il y avait un acteur que vous n'avez jamais doublé ou que vous auriez aimé doubler durant votre carrière. Et la deuxième question, c'était de savoir est-ce que vous avez senti une évolution de votre voix avec les années qui peuvent vous permettre peut-être de doubler d'autres personnages avec le temps.
Voilà. Une évolution de la voix. En fait, la voix, elle change pas tellement. C'est plus le jeu qui change. Enfin, voilà, on prend un peu plus de poids, un peu plus de maturité. Oui, sans doute, il y a des rôles que je peux doubler maintenant que je pense que j'aurais eu plus de mal à faire il y a 30 ans quand j'étais presque débutant. Mais et puis non, sinon comédien. Un comédien que en fait, j'étais assez frustré parce que j'ai doublé une fois Johnny Depp dans un film qui s'appelle Las Vegas Parano. Et où il fait une performance d'acteur, mais comme dans pas mal de ses films, et j'ai pris un tel plaisir à le doubler que j'étais un peu frustré de ne le faire que sur ce film. En fait, j'aurais bien aimé le faire. Bon, après, il a une voix française, le comédien qui le double, Bruno Choel, est formidable dessus, et donc voilà. Mais c'est vrai que ça m'a frustré. Après, des comédiens que j'ai jamais doublés, que j'aurais bien aimé doubler, j'ai pas vraiment de nom en tête, mais j'ai plutôt été gâté quand même. Quand même. Oui. Je vais pas à me plaindre. Bonjour, moi j'avais une question. Entre Matthew Perry, Doug Savant et Dean Cain, qui tu as préféré doubler, parce que c'est quand même 3 rôles hyper importants? Oh bah Matthew Perry, entre Doug Savant, Dean Cain et Matthew Perry. Enfin, Matthew Perry, il est quand même au-dessus. C'est un comédien exceptionnel. La seule chose que je regrette chez Matthew Perry, c'est qu'il n'est pas. Après, c'est sans doute un choix de sa part, parce que après Friends, il a fait quelques tentatives de séries qui ont malheureusement pas eu le même succès. Il a eu un peu. Il a pas été très chanceux sur les tentatives qu'il a faites après, mais. Il a toujours joué son personnage de Chandler en fait, hein. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il aurait été capable de faire d'autres choses. Après, c'est peut-être un choix de sa part. Il avait c'est comme c'est souvent lui qui était à l'initiative de ces projets. Après Friends, je pense que c'est un choix. Il voulait faire ce rôle. Et puis... Oui, excuse-moi, mais moi je me rappelle d'un film qui s'appelait, qui était pas mal. Enfin, c'est un petit film. Il n'a pas eu un gros succès que tu as doublé. C'est Coup de foudre et conséquences avec Salma Hayek. Avec Salma Hayek. C'était un film plutôt sympathique. Oui, c'était sympa. Mais il a fait quelques films, sympas. 17 ans aussi, 17 ans demain. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quelquefois, il fait toujours un peu son rôle de Chandler, quoi. Il fait toujours un peu Matthew Perry, voilà. Mais quelquefois, quand on fait partie d'une série comme ça, qui est hyper connue et dans laquelle il y a quand même un certain nombre de saisons, c'est quelquefois difficile d'en sortir, quoi, par rapport aux autres réalisateurs, j'entends. Oui, c'est-à-dire qu'après, peut-être qu'il s'est senti un peu attendu dans ce personnage-là, donc peut-être qu'il n'a pas osé aborder d'autres registres, ce qui est dommage, parce que Jim Carrey, lui, à l'inverse, a pris des risques. Il a fait vraiment des virages à 180. Il est passé de Ace Ventura à Truman Show, Eternal Sunshine, The Majestic. Enfin bon, des films comme ça qui n'ont un registre plus sérieux, plus dramatique, quoi. Précision, Doug Savant, c'est le Doug Savant, c'est Desperate Housewives. Voilà, et Melrose Place. Mais alors, si je devais mettre un classement parmi les 3 acteurs que vous m'avez cités, je mettrais évidemment Matthew Perry en tête, et puis après Doug Savant et Dean Cain, qui est devenu un très bon comédien, mais dans la série Superman, je le trouvais pas excellent. Tu me brises le cœur là. Ah bon? Non, mais alors. Je perdu une fan. Je trouve qu'il a très bien vieilli. Non, mais il était pas mal, hein. Mais on sentait que c'était pas son métier, quoi. Il était doué, mais on sentait que c'était pas son métier, hein. Je crois qu'il c'était un sportif de haut niveau. C'était un petit peu un casting sauvage, comme ça. Il a été choisi mais il n'avait jamais eu d'expérience de comédien, donc il faut bien commencer un jour. Mais il était plutôt doué. Mais bon, il était un peu vert, quoi. Et il a gagné en épaisseur, dans tous les sens du terme. Oui, nous aussi. Il a une petite fringale. Voilà. Oui, excuse-moi, juste une petite question. C'est difficile de doubler un mauvais acteur? C'est ce qu'il y a de plus dur. Et tu arrives à donner une consistance supplémentaire malgré que l'acteur joue pas terrible? On essaye de faire ce qu'on peut, mais enfin on peut pas non plus changer l'image, hein. Donc voilà, ou alors il faut retourner le rôle. Mais moi, quand on me dit souvent quel est le rôle le plus difficile que vous ayez eu à doubler, souvent on s'attend à ce que je dise c'est Jim Carrey dans dans Eternal Sunshine parce que c'était un rôle, ou dans Man on the Moon. Non, pas du tout. Il faut quand même quelques compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très difficile de doubler un très bon acteur, parce que le travail est déjà fait, en fait. Il n'y a plus qu'à se laisser porter par son génie, en fait. Dans le cas de Jim Carrey, on peut parler de génie, hein. C'est vraiment un acteur absolument génial. Matthew Perry, c'est pareil. Mais
j'ai été amené à doubler parfois des très mauvais comédiens, mais en fait, c'est déprimant parce qu'on sort d'une journée de studio après avoir doublé un mauvais acteur dans un téléfilm de Noël sans intérêt. C'est du boulot, faut bien payer ses impôts. Hein. Et c'est déprimant parce qu'on a l'impression d'être mauvais aussi. On est obligé d'être aussi mauvais que l'autre. On peut pas le trahir ni dans un sens ni dans l'autre. Quoi. Est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier ? Le conseil le conseil qu'on donne toujours, hein, c'est, vous savez, les voix qui ont bercé votre enfance. Moi, je parle du doublage de l'époque, justement. Je faisais référence à The Mask et donc à des comédiens comme Daniel Russo, Michel Vignier, Jacques Frantz, Médondo. Tout ça, ce sont des gens qui sont comédiens au départ. C'est un peu regrettable, c'est que, en fait, ce métier, ce qui est super, c'est que il y a une communauté de fans de doublage depuis quelques années, grâce aux réseaux sociaux notamment. Et puis je pense que le doublage a bénéficié d'un certain prestige. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se scandalisent des star talent, hein, que les studios emploient pour des gros films d'animation. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça redonne ces lettres de noblesse au doublage qui, vous savez, moi quand j'ai commencé, en fait, c'était honteux de faire du doublage. Il fallait pas en parler quand on passait un casting pour tourner un film ou une série ou une audition pour une pièce de théâtre. Si on disait qu'on faisait du doublage, on était mort. En fait, voilà. Donc, c'était vraiment considéré comme, c'était les comédiens ratés en fait qui faisaient du doublage. Mais c'est vrai que le fait de prendre des stars dans des gros films d'animation, je trouve que ça, du coup, ça donne un certain prestige. On se dit, tiens, si eux font des gros rôles dans des gros films d'animation, c'est peut-être que c'est un métier de comédien, quoi. Je fais une parenthèse. Mauvais comédien, Jacques Frantz, c'est Robert De Niro, c'est Mel Gibson, entre autres. Oui, puis en plus, c'est un acteur de théâtre exceptionnel, et puis qu'on a vu aussi dans beaucoup de films. Médondo, tu peux. Médondo, Eddie Murphy. Hein. Bon, et on n'a pas cité Patrick Poivet. Patrick Poivet, je le situe. Patrick Poivet, vraiment, c'était. Alors pour le coup, c'était pire. À mon avis, je pense que potentiellement, c'était une star, hein, ce type. Et il aurait dû être il aurait dû avoir une carrière un peu à la Coluche ou à la Gabin, tu vois. Il ressemblait d'ailleurs physiquement. Et c'était un type. Moi, je crois que c'est vraiment le seul qui m'ait cueilli. On ne s'attendait jamais à la façon dont il allait jouer ces scènes. Il était toujours hyper surprenant. Ce qui est le cas de personne d'autre. Hein. Moi, c'est le seul qui m'est vraiment étonné, surpris, quoi. Vous avez été comédien quand vous étiez jeune. Après, vous avez fait du théâtre. Et dans vos projets à venir, est-ce que vous pensez faire du théâtre plus tard ou être acteur dans des films pour peut-être emmener des gamins de 9 ans quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune? Retourner devenir acteur, ouais. Refaire du cinéma si vous. Si on me propose, oui. Après, si on vous avez des projets comme ça. Ou du théâtre. Me propose pas. Mais le théâtre, oui. En fait, j'ai joué l'année dernière. J'ai joué toute l'année dans un théâtre à Paris, une comédie qui s'appelait Petit Crime entre amis. C'était une super expérience. Et mais moi, alors c'est plutôt le théâtre qui me manque. Enfin, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire parce que. Jouer un rôle dans sa continuité, en public, avoir les réactions du public. Il y a quelque chose de jouissif quand on est sur scène qu'on n'a pas au tournage, quoi. Une proximité, quoi. En fait. Pardon ? Une proximité. Non, puis non, mais en plus, vous savez, le tournage, c'est des bouts de scène, des petits, qu'on tourne. C'est pas le rôle dans la continuité, quoi. On est moins dans la. C'est plus compliqué. C'est pas. Ouais. Non, on se fait des grimaces, ça sert à rien. D'accord. Moi, j'aurais envie de dire que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la France est le pays du doublage, le meilleur pays du doublage. Quand on voit des doublages faits dans d'autres pays étrangers, par moment, on voit des films canadiens, on voit des films. Voilà, c'est ça, c'est le Canada dont je voulais parler. Ça fait un peu pitié. À quoi on peut attribuer ça ?
Je sais pas. Est-ce que c'est parce que justement on a affaire à des vrais acteurs et pas dans les autres pays, ou est-ce que ça vient d'autre chose ? Je pense aussi, par exemple, vous voyez en Espagne, alors je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, peut-être qu'ils ont, mais très longtemps, il y avait entre 5 et 10 comédiens qui faisaient tout, quoi. Et voilà, et c'était fait un peu à l'arrache comme ça, et je sais même pas si c'était des comédiens professionnels. Je pense que ça a été c'était un peu la partie. Mais c'est vrai qu'en France, même si les comédiens de doublage avaient pas de très bonne réputation, on s'est toujours attaché à vraiment prendre des vrais comédiens, et je pense que c'est ce qui fait la réussite du doublage, c'est que ce sont des vrais acteurs. Donc c'est pour ça que les conseils que je donnerais, c'est d'être comédien, quoi, en fait. Alors on fait du doublage, on fait de la pub, on fait du théâtre, du cinéma, mais au départ on est comédien, quoi. Il y a Laurent qui m'avait dit Cyril, je suis embêté, j'aurais un truc à dire au moment de l'enregistrement de l'émission. Vas-y Laurent, je te cède la parole. Bah oui, parce que d'habitude ça nous arrive pas. Bien dans le micro, Laurent. Oui, ça nous arrive pas, mais normalement on le fait pas. Mais on a le message de quelqu'un pour toi. On écoute ? Oui, allons-y. Salut Emmanuel, ça va toi? Bon, écoute, c'est Joey, je voulais savoir, est-ce que t'as filé à manger au canard, mon petit poussin? Voilà, donc donne à manger parce que je vais rentrer tard ce soir. Je te fais un bisou. Bon, c'était Marco, je t'embrasse, j'espère qu'ils sont gentils avec toi et que tout se passe bien. Oh, il me maltraite, tu peux pas savoir. Bisous, copain de moi. Marc Lesser, que Laurent a rencontré parce que Marc Lesser est venu à une convention à Goderville à la Ficelle, et Laurent est allé le voir avec Lilou, sa fille, et il lui a dit est-ce que tu peux faire un petit truc, un petit message pour Emmanuel. Alors il s'est pas laissé ça me fait plaisir prier, parce qu'on se voit plus avec Marc. Enfin, on s'est aussi la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était une convention, et c'était il y a un bout de temps, mais on se voit plus. D'abord il vit assez loin de Paris, et donc il n'est pas souvent. Et donc ça me fait plaisir de. Et c'est quoi cette histoire de canard? Tu connais pas bien ton. Alors là, c'était pas la bonne question. On va quand même dire de qui il s'agit, Emmanuel. Parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas forcément. C'est le comédien qui a doublé donc Matt Leblanc, qui faisait le personnage de Joey dans Friends. Voilà. Alors on arrive à la fin de l'émission, mesdames et messieurs, il reste quelques minutes. On espère que ça vous a plu de rencontrer Emmanuel Curtil. J'espère que toi, Emmanuel, ça t'a plu d'être parmi nous au Havre, d'avoir passé l'après-midi avec nous. Ça m'a plu à Verse. Je disais pas ça parce qu'on est en Normandie, hein, mais non, c'était très 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 chouette, très bien. C'est très impressionnant. C'est une salle magnifique, et puis voilà, quoi, en public, c'est très agréable. Eh bien, en tout cas, on va se quitter sur ces dernières paroles. L'émission, je vous demande de vous arrêter, c'est un lundi sur 2 sur Westrack Radio. C'est Mathieu Le Chevalier qui est là, qui nous réalise la plupart du temps. Je crois qu'on a des remerciements à faire avant de se quitter, et je vais laisser la parole à Laurent pour faire cela. On va remercier Alison Blom de Paris-Normandie. On va remercier Muriel Bouchard d'Actu 76. On va remercier Stéphane Foulogne du Sirius. On peut l'applaudir. Parce que moi, je veux dire deux choses. C'est que il faut savoir que Stéphane Foulogne a bien voulu accepter notre projet comme ça. Il nous a suivis, donc franchement, chapeau, il nous a fait confiance et on l'en remercie. Puis je voudrais quand même remercier deux jeunes qui sont venus aujourd'hui. Alors, deux jeunes qui sont dans... Stéphanie Vasse qui est là, qui travaille pour France Travail, et qui travaille notamment sur le contrat d'engagement jeune. Et on s'est permis de faire venir Emma et Mathieu, qui sont deux jeunes qui sont dans le CEJ et qui ont des appétences pour la vidéo notamment, ou les contenus multimédia, et qui ont la gentillesse de venir. Et nous, on a trouvé avec Stéphanie Vasse que ça aurait été une bonne chose, qui montre un petit peu leur talent. Donc, il y aura une interview faite par Emma que vous pourrez voir, que peut-être... entendre
surtout. Ouais, voir, entendre, que peut-être Emmanuel mettra sur son Insta dès que tu l'auras. Bien sûr, mais avec plaisir. Et puis Mathieu qui a capté l'émission ce soir, donc il y aura effectivement tout ça, on mettra ça sur Westrack. Voilà, en fait, merci. En fait, on a voulu essayer de faire plein de petites choses et voilà, après ça marche, ça ne marche pas, il faut essayer, seul celui qui ne fait rien ne se trompe jamais. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month. Merci. Vous étiez un public splendide. I'll be there.